Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Dispute de la nouvelle revue politique et parlementaire, lancée par Arnaud Benedetti. Aujourd'hui, ce sera le thème de l'Algérie et des relations franco-algériennes. Je vais vous présenter dans un instant mes invités. Vous verrez en bandeau ou en description de la vidéo YouTube les liens pour nous soutenir sur X, sur LinkedIn, sur Facebook et aussi pour nous suivre tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est une émission qui à titre personnel m'est chère puisque voilà, l'Algérie est un sujet qui me touche aussi personnellement, qui touche aussi personnellement nos invités. Donc c'est un sujet brûlant d'actualité. Donc maintenant, nous passons aux invités. Donc je vous présente à ma droite Xavier Drioncourt, Bonjour. ancien ambassadeur de France en Algérie, et à ma gauche, Mohamed Sifawi, journaliste et qui intervient régulièrement dans le débat public sur les questions de l'Algérie, mais aussi du terrorisme et de l'islamisme. Alors j'ai envie d'abord de faire un petit état des lieux des relations franco-algériennes, donc l'œil expert de Xavier sur la diplomatie et sur la manière dont les relations franco-algériennes ont pu se tisser au cours des dernières années. Alors, comment analyseriez-vous aujourd'hui la situation et quel pourrait en être le devenir? Je crois que la situation est encore plus bloquée qu'elle n'a jamais été. Mais d'abord, elle a toujours été plus ou moins chaotique, la relation franco-algérienne, et pas depuis 2017, mais depuis 1962. Elle a toujours connu des hauts et des bas, des phases haussières, des phases baissières. Et depuis juillet 2024, depuis la reconnaissance par Emmanuel Macron, et, il faut le rappeler parce qu'aucun commentateur ne l'a rappelé, et par un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, le gouvernement de Gabriel Attal, ce qui est un point important parce que la définition juridique d'affaires courantes n'inclut pas un tel mouvement diplomatique avec les conséquences que l'on connaît depuis 2024. Donc depuis juillet 2024, elle est totalement bloquée. Et personnellement, on aura l'occasion d'en reparler. Je ne pense pas qu'il y ait d'évolution prévisible à court terme. Un avis sur ça, Mohamed Sifawi? Comment pensez-vous que ces relations peuvent évoluer? Est-ce qu'elles sont bloquées comme le peut l'analyser Xavier? Je n'ai pas de grand désaccord avec Xavier Driancourt. Je dirais simplement que, pour ma part, j'ai plutôt choisi depuis quelques années, au regard de l'observation que j'ai eue des relations franco-algériennes, pas au même titre qu'un ambassadeur, bien sûr, mais à partir de ma place, euh, je préfère utiliser plutôt relations toxiques. Je pense que les relations franco-algériennes ont été effectivement toxiques et malsaines depuis 1962. Pourquoi je le dis de cette façon? Parce que je crois que, d'abord, au lieu de construire des relations d'État à État au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, la France a choisi d'entrer dans une sorte de connivence avec non pas le pays, non pas l'État, mais avec un régime qui, nous le savons, est illégitime depuis le premier jour, qui n'a aucune légitimité démocratique, mais qui plus est, a d'une certaine façon utilisé une sorte de relation privilégiée avec la France pour d'abord asseoir quelque chose qui, regarde de ce qui se passait au sein de la société algérienne, de totalement malsain, là, puisqu'il y a une chape de plomb qui a été installée pendant plusieurs années. Mais je dirais, sans refaire tout l'historique parce que ça serait trop long, le régime algérien a su quand même, malgré tout, se tenir plus ou moins ou entretenir certaines apparences. Et est arrivé Abdelmadjid Tebboune. Moi, je trouve que le régime actuel est le pire que l'Algérie ait pu connaître. Et le régime de Tebboune a fait entrer les relations franco-algériennes, avec la complicité d'Emmanuel Macron, bien sûr, dans quelque chose d'encore plus Oui. malsain. C'est-à-dire que à la relation déjà malsaine, s'est rajouté quelque chose d'encore plus malsain, puisque les autorités algériennes, ça de l'aveu même de plusieurs de mes sources qui travaillent dans les services de sécurité, n'ont jamais eu un activisme aussi important sur le territoire français contre les oppositions algériennes que depuis l'arrivée de Tebboune et évidemment depuis cette relation entre Tebboune, depuis que s'est installée cette relation entre Tebboune et Macron. Et par conséquent, cela se traduit. Alors évidemment, il y a eu l'assassinat d'un opposant à Paris, Ali Messili en 1987, mais encore une fois, les formes étaient sauvegardées. Mais là,
les services algériens, entre 2020 et 2024, jusqu'à cette affaire Amir DZ, dont on parlera peut-être parce qu'elle est importante, les autorités algériennes, les services algériens ont agi comme si la France était un département Donc, algérien. c'est autant une question de culture et de pratique du pouvoir algérien, avec une rupture qui aurait été établie en 2020. Donc, est-ce que c'est, on en a un petit peu parlé en off, est-ce que c'est la question finalement du Irak? La manière dont une partie de la jeunesse a pu se révolter, qui a conduit le pouvoir algérien à durcir, et je rejoins dans ce cas-là Mohamed, sur la question vraiment du pratique du pouvoir Oui. et d'Abdelmadjid Tebboune. Oui, il y a deux choses. Il y a d'une part le Irak qui, je crois, a ébranlé le pouvoir algérien, a fait très peur aux dirigeants algériens de l'époque. Et j'ai en tête un entretien avec Tebboune il y a quelques années qui m'avait dit nous avons eu très peur pendant le Irak. Et donc, ils ont eu très peur et le pouvoir actuel est décidé à ne plus jamais avoir peur. Et puis, deuxième raison, je crois que, comme l'a dit Mohamed, il y a une différence entre le pouvoir ancien, le pouvoir de Bouteflika, et le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune. C'est un autre logiciel, c'est une autre époque, ce ne sont pas les mêmes méthodes, et c'est un pouvoir qui est beaucoup plus redoutable pour la France que ne l'était le pouvoir de Bouteflika. Alors je reviens donc avec vous, Mohamed. Finalement, comment côté algérien, la population perçoit le pouvoir algérien, le régime, et comment nous, Français, il y a toujours la question de la mémoire derrière des relations franco-algériennes, comment cela peut-il conditionner aussi notre rapport à l'Algérie en tant que Français? Alors je pense qu'il serait intéressant d'abord d'analyser comment le régime algérien a traité la société algérienne et notamment depuis justement ce Irak. Alors je nuance beaucoup par rapport au Irak, parce qu'effectivement, il y avait un mouvement dans la société, etc. Mais comme c'est le faire le régime algérien, c'est un mouvement qui a été par la suite instrumentalisé, manipulé, qui a été justement utilisé pour nettoyer les écuries d'Ogias, parce qu'une partie de l'État profond algérien ne voulait pas du 5e mandat de Bouteflika, et nous en rappelons, à l'époque, l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a imposé d'abord il avait une première idée quant à un candidat potentiel. Finalement, il a changé d'avis 48 heures avant l'élection pour installer et imposer Abdelmadjid Tebboune. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Irak, en définitive, qui a révélé beaucoup de choses très intéressantes au sein de la société algérienne, a permis, d'une certaine façon, au régime algérien d'identifier tous ceux qui pouvaient être des leaders sérieux d'une contestation politique et d'une proposition politique nouvelle, à la fois jeune, plus dynamique et plus dangereuse donc pour le régime. De ce point de vue, oui, le Irak était dangereux. Sauf que, de façon méthodique, alors cela a été aidé par un événement qui était imprévu, en l'occurrence la crise sanitaire, le Covid et la période de confinement, le régime algérien s'est attelé à, je dirais, laminer toute la société civile organisée, à écarter l'ensemble des personnalités crédibles pouvant jouer un rôle d'opposition crédible, à pousser à l'exil des gens qui, évidemment, pouvaient représenter quelque chose, à verrouiller l'ensemble des partis politiques, à infiltrer, y compris les partis politiques ou les oppositions dites les plus radicales. Je souris souvent en regardant un petit peu certaines organisations qui se disent radicales contre le régime, mais qui en réalité sont les meilleurs alliés du régime, dans le sens où elles justifient toute la répression du régime, c'est-à-dire qu'elles permettent au régime de construire toute sa politique répressive et par là même le narratif qui suit et le narratif populiste qui vise constamment à introduire l'idée que l'Algérie est en danger, que les citoyens algériens doivent être soudés, qu'il faut accepter donc la répression, l'emprisonnement, contre le reste du monde. Contre l'ensemble, c'est-à-dire contre l'ensemble de la planète, l'Algérie, le régime algérien se vit comme une citadelle assiégée d'une certaine façon. Et une grande partie de la population, malheureusement, a accepté cela comme par fatalisme. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est un élément qui est souvent oublié. L'Algérie, la société algérienne,
est profondément marqué par un syndrome post-traumatique des années 90. Et par conséquent, aujourd'hui, le régime en joue terriblement, puisqu'il rend toute contestation de sa légitimité, enfin toute contestation de ce qu'il est, comme un signe possible d'une entrée dans le chaos et dans la guerre civile même. Donc il y a une exagération systématique de la part du régime dans son narratif. Par exemple, pour peu que je fasse une vidéo, qui est celle somme toute d'un commentateur pendant 10, 15, 20 minutes, qui dit, voilà mon point de vue sur la situation algérienne. Je suis accusé, avec d'autres, d'être un élément déstabilisateur. Comment un journaliste, quel qu'il soit, pourrait-il déstabiliser un pays qui se dit grand et qui se vit grand comme l'Algérie? Et donc, c'est là où on voit qu'il y a une volonté délibérée d'éteindre et de faire taire toute forme, je dis bien toute forme, de contestation et d'opposition, même la plus banale. On ne peut même plus aujourd'hui faire un post Facebook contre le régime algérien sans risquer de rentrer en prison. Alors là, c'est une question qui est, à mon sens, centrale. Là, j'ai besoin de regard d'un diplomate. Vous avez été ambassadeur de France en Algérie, vous avez connu Bouteflika. Cette évolution que décrit Mohamed Sifawi, quelle en serait la genèse finalement? Pourquoi cette évolution? Quand on parle de l'Algérie, vous l'avez bien décrit, c'est un pays qui se présente comme très fort, qui veut se présenter, qui travaille un imaginaire, une culture autour de la force. Mais pourquoi finalement cette peur, pourquoi cette fragilité finalement et cette manière on pense à Christophe Glaise, on a pu penser à Boualem Sansal, à cette manière de contenir toute opposition? Pourquoi cette évolution en l'espace de 20, 30 ans, lors des années 90, 2000 et jusqu'à maintenant? Je pense qu'il y avait, ou il y a des constantes dans le régime algérien, dans l'histoire de l'Algérie depuis 1962. Il y a des tendances longues qui étaient déjà en place en 1962 et même en 1954 et qui sont toujours en place aujourd'hui. Ces constantes, c'est l'islamisation du pays, c'est la corruption, c'est une forme de gouvernance autoritaire, c'est un discours anti-français, etc. Mais en même temps, je crois vraiment qu'il y a une rupture entre le régime Bouteflika, qui offrait malgré tout aux intellectuels, aux journalistes, aux dessinateurs des espaces de liberté plus ou moins grands, plus ou moins forts selon les périodes, et le régime de Tebboune, qui est un régime intolérant et qui ne supporte pas la moindre contestation et qui, pour cette raison, est conduit à durcir en permanence son attitude et son mode de gouvernement du pays. Et alors je reviens, mais sur la question de la décennie noire algérienne, comment cela a-t-il pu conditionner à ce point une personne comme Tebboune? On voit bien que Bouteflika avait un autre type de politique, mais au sortir d'un traumatisme aussi important dans la vie algérienne et même tout court dans la société algérienne, pourquoi cette évolution n'apparaît finalement que maintenant avec Tebboune? Alors, je vais quand même, ça va vous surprendre peut-être, ça va surprendre Xavier aussi, ça va surprendre les téléspectateurs. L'erreur qui est faite en France, très souvent, c'est de trop rationaliser l'analyse sur l'Algérie. Il y a une partie irrationnelle qu'il faut absolument introduire si l'on veut comprendre. Ce ne sont pas des cartésiens. Ce ne sont pas des cartésiens, et Xavier Driancourt le sait, comme tous ceux, me semble-t-il, qui ont travaillé sur l'Algérie ou qui ont été en poste, je parle des Français, qui ont été en poste en Algérie. Il y a quelque chose qui échappe à tout examen froid et rationnel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ambassadeur qui peut être nommé, je ne sais pas, en Indonésie, en Arabie Saoudite, en Égypte, je prends exprès des pays musulmans, au Maroc, en Tunisie, je prends exprès des pays nord-africains, au Sénégal, au Togo, où vous voulez, je prends exprès des pays africains. Eh bien, ils vous diront que, voilà, ils feront des analyses totalement rationnelles par rapport à des pouvoirs auxquels ils ont fait face. En Algérie, c'est très particulier. D'abord, il faut le dire, les caciques du régime n'ont pas véritablement une idéologie aujourd'hui. La seule idéologie des caciques du régime, c'est l'affairisme. Et a fortiori, Abdelmadjid Tebboune, c'est un affairiste. Ce qu'il aime,
c'est la jouissance depuis toujours. J'ai beaucoup travaillé avec lui, je suis en train d'écrire sa biographie. J'ai énormément discuté avec des gens qui l'ont côtoyé de très près. C'est un homme qui n'a aucune colonne vertébrale idéologique ou intellectuelle. Ce qui l'intéresse, ce sont les affaires. C'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui aime les femmes, c'est quelqu'un qui aime l'alcool. Voilà. Ce n'est pas problématique en soi, sauf que ça devient un problème quand on accède aux hautes responsabilités ou qu'on a les destinées d'un État. En plus, avec situation aggravante, ce monsieur a 80 ans, je n'ai rien contre les gens qui ont 80 ans. Il se trouve j'ai pu le documenter, il est atteint d'une démence sénile, d'un début de sénilité, ce qui peut arriver quand on a plus de 80 ans parfois. On est tous, je veux dire, je ne m'en réjouis pas, ce sont des faits, on est tous, comme êtres humains, soumis à ce type de situation. Donc, je ne le dis pas avec ironie, je le dis parce que même si la chose devrait être empreinte d'une certaine pudeur, cette pudeur saute d'elle-même dès le moment où on parle d'un chef d'État. Il se trouve que c'est cette démence sénile qui est en train d'aggraver déjà le cas d'un individu qui, en soi, est connu pour son caractère irascible, versatile, colérique, totalement imprévisible. Et par conséquent, lorsque vous avez toutes ces données et que vous les mettez les unes sur les autres, et que ça constitue un millefeuille, ça fait quelque chose d'extraordinairement anormal dans le fonctionnement d'État à État. Et je vous donne un exemple précis. Le 3 décembre dernier, le journaliste français Christophe Glaise, au matin, selon toutes les sources, on avait véritablement beaucoup d'indications, et d'ailleurs même son avocat français qui s'était rendu en Algérie avait quelques assurances, et beaucoup de personnes nous laissaient croire, de bonne foi, que le journaliste allait être libéré. L'après-midi, patatras, la justice reçoit l'ordre de confirmer la sentence infligée en première instance. 7 ans de prison, dans un dossier où tout est vide. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'Abdelmadjid Tebboune, puisque c'est lui qui décide de toutes les décisions de justice à connotation politique, diplomatique ou économique, a décidé qu'il fallait mettre 7 ans, et il a instruit son directeur de cabinet, qui est néanmoins son, je dirais, conseiller juridique, puisqu'ancien procureur, Boualem, de transmettre au juge la sentence présidentielle. Comment voulez-vous qu'on puisse gérer à la fois un État dans ces conditions, et comment voulez-vous qu'on puisse décrypter des relations d'État à État avec ce type d'individu, et comment voulez-vous, et là je n'aimerais pas être à la place des autorités françaises, comment voulez-vous que les autorités françaises puissent avoir une quelconque lecture de ces événements ? Vous avez en face littéralement un fou. Dès le moment où vous avez un fou en face, il y a toute la donne irrationnelle qui rentre en considération, en ligne de mire. Et je pense que cet élément, Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot et tous les diplomates qui travaillent sur l'Algérie devraient l'intégrer dans leurs réflexions. Alors, sur la question de la diplomatie et du caractère irrationnel, irascible que peut avoir le pouvoir algérien, en France, on le perçoit surtout comme un bloc monolithique. L'Algérie, c'est un monolithe. Est-ce qu'au sein même du pouvoir algérien, on peut avoir des fractures, des zones de tension, des groupes qui peuvent s'affronter ? On parle souvent de la dictature des généraux. Est-ce que ça a une influence sur le comportement même ou sur les prises de décision que peut avoir le pouvoir algérien, par exemple, comme sur la situation qu'on a pu avoir avec Boualem Sansal ou actuellement avec Christophe Glaise ? Oui, évidemment, le système algérien n'est pas... D'ailleurs, on parle du système algérien, n'est pas monolithique. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs clans. Et selon les époques, il y a un clan qui l'emporte sur l'autre, où il y a des alliances entre différents clans qui peuvent être des alliances sur une base régionale, sur une base idéologique, sur une base politique, sur une base familiale. Donc il y a il y a des différents courants et le système n'est pas monolithique. Dans sa pureté, si je puis dire, le système Bouteflika était un équilibre, une forme de consensus entre Bouteflika, qui avait une certaine autorité, une certaine légitimité historique, et puis l'armée.
les chefs d'état-major successifs qu'il a eus, et puis le DRS, le général Médienne. Donc il s'appuyait tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et dans un groupe où il y a 3 têtes, il y a forcément 2 contre 1. Aujourd'hui, on est dans un système un peu différent, parce qu'il y a essentiellement Tebboune cornaqué, fliqué par son chef d'état-major, Chengria, qui l'accompagne partout. Donc 2, c'est différent de 3, parce que 2, c'est un face-à-face. 3, il peut y avoir des alliances. Est-ce que finalement le pouvoir algérien mute très vite? Je pense que vous avez raison. Je pense que cette mutation n'est pas encore visible. Moi, je l'entends souvent chez des commentateurs en France qui continuent de lire l'Algérie comme elle devait être lue dans les années 80, Voilà. 90, etc. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, voilà, la situation a beaucoup évolué. D'abord, pour une raison toute somme biologique. Les baroudeurs, comme on les appelait, les anciens de la LN, des années évidemment 70, 80, jusqu'aux années 90, ont disparu les uns après les autres. Et ceux-là avaient un caractère, disons, ils avaient un tempérament, ils avaient une personnalité qui faisait qu'ils pouvaient faire ou défaire des présidents. Là où il faut avoir une évolution dans notre, je dirais, dans notre analyse, c'est comment le pouvoir algérien, d'abord, a évolué pas dans un bon ou dans un mauvais sens, une évolution naturelle. L'évolution s'est opérée à cause de raisons, je dirais, générationnelles, puisque aujourd'hui, ces fameux baroudeurs qui étaient co-détenteurs du pouvoir réel, je dirais jusqu'aux début des années 2000, ont disparu, laissant place tout simplement à des carriéristes. Aujourd'hui, vous avez des colonels, des généraux qui ont fait des universités, alors c'est très bien, qui ont un plan de carrière, qui attendent la retraite, qui attendent leur évolution, qui veulent accéder à des postes, etc. Ils ne sont pas capables d'avoir, je dirais, une ligne similaire à ceux qui descendaient justement de cette fameuse ALN. Chengria, dont on parle, il est rentré dans l'armée au lendemain de l'indépendance. Il fait penser. C'est un vieux de la vieille, mais il est rentré juste au lendemain de l'indépendance. Il est né en 1945, c'est-à-dire qu'il avait 20 ans en 1965. En 1962, il avait à peine 17 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, contrairement au mythe qu'on veut entretenir. Parce qu'aujourd'hui, dans le système algérien, si on pouvait trouver un gamin de 40 ans et dire qu'il était un héros de la guerre de libération, il le ferait. Mais bon, toujours est-il, c'est pas un reproche. Chengria appartient justement à cette génération, première génération des officiers algériens post-indépendance. Il se trouve qu'il a 80 ans lui aussi. C'est pas une tare, je le répète. Mais il y a autre chose. Il a beaucoup de casseroles. Et si vous voulez, entre lui et l'autocrate, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, s'est construite une relation presque très pragmatique. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Les deux sont empêtrés dans des affaires de corruption, de malversation, de passe-droit. Les deux peuvent raisonnablement finir leur vie en prison. Les deux ont envie de finir leur vie à leur poste. Et donc, les deux se soutiennent mutuellement. Il y a de temps à autre des petits réglages qui s'opèrent. Pas forcément entre les deux de façon frontale, mais entre les collaborateurs de l'un et les collaborateurs de l'autre. Et c'est ça, la réalité qui n'est pas vue. Reste le troisième pôle qui a longtemps joué un rôle important, c'est le pôle des services de renseignement. Il a complètement été fragilisé par Bouteflika et par Gaïd Salah, on le sait. Et par la suite, lorsque il a fallu reconstruire, Tebboune a eu, je dirais, cette malice, pas cette intelligence, parce qu'il n'est pas intelligent, il a une malice opérationnelle des voyous plus qu'autre chose. Et il a placé notamment au renseignement extérieur, mais avant quelque temps au renseignement intérieur, des gens qui n'étaient pas du tout prédestinés à occuper les postes qu'ils ont occupés. D'ailleurs, le général Abdelkader Haddad, qu'on appelle avec ce fameux sobriquet totalement ridicule, Nasser El-Djen, a fini en prison, alors qu'il était un peu son homme de confiance. Il a été remplacé par le général Hassan, qui, lui, est un ancien de la lutte antiterroriste et qui est plutôt respecté en France pour le parcours qui est le sien et pour la technicité qui est la sienne, considéré comme beaucoup plus sérieux que les autres. Mais de l'autre côté, on a le fameux général Sadek, Fathi Rojdi Moussaoui, qui, lui, tient le renseignement extérieur
et qui n'est pas du tout prédestiné de la vie générale, mais générale, à occuper le poste qu'il occupe. C'est-à-dire qu'il y a une boutade d'ailleurs qui dit que les services marocains supplient tous les jours Tebboune de ne pas l'enlever. Ou alors, il y a une autre boutade qui dit le jour où le général Sadek sera renvoyé chez lui, il y aura un communiqué officiel du ministère marocain des Affaires étrangères pour dénoncer son limogeage. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer les responsabilités qui sont les siennes, et il est en partie parmi ceux qui sont comptables de cette barbouzerie, de ce désastre, parce qu'il faut qu'on en parle, je pense, de l'opération Amir DZ. Qu'est-ce que l'opération Amir DZ? Si vous permettez 30 secondes, c'est une barbouzerie qui a eu lieu sur le sol français, où un youtubeur appelé Amir Boukhors, connu sur YouTube sous la dénomination Amir DZ, a été enlevé, séquestré officiellement par des voyous. La justice s'est emparée de cette affaire. Quelques mois après le début de l'enquête, la police judiciaire a pu remonter jusqu'à des commanditaires qui ne sont autres que des officiers ou sous-officiers des services de renseignement algériens. Et par conséquent, c'est le parquet national antiterroriste aujourd'hui qui mène cette enquête. Et un membre des services secrets algériens, en l'occurrence un adjudant-chef qui s'appelle Smaïl Rajeb, est en prison aujourd'hui en France parce que considéré comme commanditaire ou co-commanditaire de cette barbouzerie. Il y a d'autres personnes, notamment l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui est aussi un sous-officier, qui s'appelle Saladin Selloum, qui est en fuite et contre lequel il y a un mandat d'arrêt international délivré par la justice française. Donc aujourd'hui, clairement, cette affaire, qui est une barbouzerie et une atteinte à la souveraineté nationale française, menée par les services algériens sur décision d'Abdelmadjid Tebboune himself, comme dirait l'autre. Eh bien, cette affaire-là est en train d'empoisonner littéralement les relations franco-algériennes. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que la rupture, c'est le Irak et Tebboune. C'est le Irak, Gaïd Salah, Tebboune. Et que quelqu'un comme Bouteflika n'aurait pas commis l'erreur de faire l'enlèvement d'Amir DZ, n'aurait pas commis l'erreur de l'arrestation de Boualem Sansal et n'aurait pas commis l'erreur de Christophe Glaise. Oui, non seulement c'est trop grossier, mais ça ne se fait pas. Je veux dire, à un moment donné, bon, on peut être embêté par un youtubeur, par un opposant, par un journaliste, mais je veux dire, on est en 2025, il y a des choses qui ne se font pas. On ne peut pas accepter qu'un État aille enlever, séquestrer, dans l'objectif de l'assassiner, une personne au prétexte qu'elle est que c'est un opposant. L'affaire Ben Barka. Oui, mais enfin, on le sait. Je veux dire, il y a une époque, les années 50, les années 60, la France aussi s'est comportée de façon, je dirais, peu cavalière dans les années 50, dans les années 40, enfin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment des guerres d'indépendance, etc. Il y a eu des opérations clandestines, avec des États, il y a eu la France-Afrique, il y a eu tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, les États sérieux comprennent qu'il y a des attitudes et des comportements qu'on ne peut plus avoir. Je veux dire, il n'y a que les fous qui pensent que ce qui était faisable. Il y a une réalité. Il y a une réalité à la fois sociologique, politique, diplomatique. Aujourd'hui, le monde est une maison de verre. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les téléphones portables, vous avez les caméras de surveillance. Même une opération dite clandestine ne peut plus être clandestine. Je veux dire, dans les années 60, vous pouviez enlever Ben Barka en plein Paris, il n'y avait pas des caméras de surveillance et il n'y avait pas des gens autour de vous pour vous filmer avec leur smartphone. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que les États sont devenus plus gentils. Ça veut dire tout simplement que les États sérieux sont devenus plus, je dirais, lucides par rapport à ce qu'ils sont en mesure de faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, je suis un pragmatique. Je sais que les États peuvent faire beaucoup de choses, mais à la condition qu'on ne les attrape pas. Dès le moment où on les attrape, c'est que c'est des États voyous. Il n'est pas interdit de faire ces saloperies. Il est interdit de se faire attraper. Il se trouve que dans le cas d'espèce, aujourd'hui, et depuis les années 80 déjà, la technologie, il y a beaucoup d'éléments, des éléments d'investigation permettent de confondre les coupables de choses pas très agréables assez facilement. Donc il faut juste être intelligent pour le voir. Sur ces points-là, est-ce que ça montre je vais le formuler, ça peut être un peu brutal, mais un culot de l'Algérie de le faire sur le sol français, ou est-ce que c'est symptomatique d'une faiblesse de la France
aussi bien dans sa nature d'être un État, d'être fort sur le régalien, ou est-ce que c'est aussi quelque part un peu une forme de lâcheté? On ne veut pas finalement s'attaquer à la question algérienne. Il y a peut-être le poids de la mémoire, on sait que c'est une question importante en France. Et comment perçoit finalement, comment le pouvoir français perçoit l'Algérie et dans sa manière de conduire les affaires avec la diplomatie algérienne? Il y a les deux. Il y a à la fois le culot algérien, comme vous dites, et puis il y a une perception française, un aveuglement, une naïveté, une lâcheté française vis-à-vis de l'Algérie, qui ne date pas du gouvernement actuel ou des gouvernements actuels, mais qui date il y a plus longtemps. Il y a une espèce de crainte, de peur vis-à-vis de l'Algérie, de repentance vis-à-vis de l'Algérie. Tout ça est mélangé, à la fois la crainte du pouvoir algérien et de ses méthodes, à la fois l'espèce de repentance ou de culpabilisation des autorités françaises. Finalement, avoir fait la guerre 7 ans, de 1954 à 1962, tout ça pour ça, voilà, il y a tous ces éléments qui interviennent, qui entrent en ligne de compte et qui font que le gouvernement, le pouvoir français, en plus de ce qu'on dit souvent, la crainte des banlieues, mais je pense qu'on le surestime, le gouvernement français est très faible vis-à-vis de l'Algérie. Est-ce que c'est un constat que vous diriez finalement dans la diplomatie française de manière générale, est-ce que c'est un constat que la France a reculé de manière dans les affaires internationales? Est-ce que c'est pas juste avec l'Algérie? Est-ce que c'est un mouvement général de la France? Oui, c'est pas juste avec l'Algérie, mais c'est particulièrement sensible avec l'Algérie. Plus que derrière la question mémorielle, et puis il y a cette Oui, oui, culpabilité qui est oui. croissante. Mais c'est vrai que la diplomatie française a reculé au Sahel, en Afrique, dans d'autres régions du monde. Sur un point, on a un petit peu parlé de Christophe Glaise, d'Amir Dezed. On a beaucoup parlé aussi dans les médias de la question du rapport entre Algérie, Maroc, Sahara occidental, si je ne me trompe pas, j'ai peur de faire une erreur, et la France. À quel point cette question-là est violente ou brutale pour le pouvoir algérien? Elle est importante parce que, évidemment, le régime algérien a beaucoup misé sur cette histoire dite du Sahara occidental, euh, qui est, de mon point de vue en tout cas, un sujet totalement préfabriqué pour entretenir une ligne de clivage avec le Maroc dans une logique, je dirais, de surenchère régionale pour une question de leadership, qui est le pays le plus puissant de la région, Très identitaire évidemment. aussi, Il y a la question identitaire, mais j'ai appris au cours de ma modeste carrière que tous les régimes autoritaires, dictatoriaux, ont besoin toujours d'entretenir deux éléments fondamentaux dans leur narratif. La notion d'ennemi extérieur, dans le cas d'espèce, c'est la France, le Maroc, Israël. Généralement, c'est ce qui revient. Toujours les trois mêmes? C'est toujours les trois mêmes. Enfin, le plus, je parle, c'est-à-dire, il y a eu une période, discours dit anti-impérialiste, etc. Mais en gros, les trois constantes qui reviennent depuis, je dirais, 67-68, ce sont les trois, la France, Israël, le Maroc. Ensuite, il y a la question d'ennemis intérieurs, évidemment, qui peuvent être, selon les périodes, les démocrates, quels qu'ils soient, les progressistes, la Kabylie au sens large, pour ce qu'elle représente d'un point de vue identitaire et d'un point de vue, je dirais, symbolique, du point de vue de la revendication démocratique, puisque c'est une région qui est connue pour être une région frondeuse et très, je dirais, attachée à des valeurs universelles, à l'instar d'autres régions de l'Algérie, mais ils en ont fait quand même, le régime en a fait, on a fait une sorte de bouc émissaire. Donc la question du Sahara occidental, que les Marocains appellent le Sahara marocain, est un sujet qui a été largement instrumentalisé par l'Algérie. Et le régime algérien ne veut pas aujourd'hui reconnaître sa défaite. Il se trouve que sa défaite n'est pas liée à la position française, n'est pas liée à la position américaine, est liée tout simplement à l'incapacité du régime algérien à évoluer. Et ce n'est guère par hasard si, d'abord, l'isolement diplomatique algérien, les échecs sur le plan diplomatique, les échecs sur le plan national, intérieur, les échecs économiques, se passent quand même à un moment où c'est Tebboune qui est au pouvoir. Il faut comprendre le désastre dans lequel se retrouve l'Algérie.
Je n'ai rien contre les hommes de 80 ans, je l'ai dit. Je n'ai rien contre les sous-préfets non plus, et je n'ai rien contre les préfets. Sauf que lorsqu'on a été préfet d'une petite région ou d'une grande région en Algérie, ça ne fait pas un chef d'État. Chacun son métier. On peut avoir été ou on peut avoir été un très bon préfet et être un piètre chef d'État. Parce que chef d'État, c'est autre chose. Il se trouve que Tebboune, là où il est passé, c'était un cancre. Il était un très mauvais préfet. Là où il est passé. Là où il est passé comme ministre, il a été un très mauvais ministre. C'est un individu qui a toujours été viré pour insuffisance professionnelle ou alors pour des affaires de corruption. Il a été viré la première fois au début des années 2000 à la suite de l'affaire Khalifa. On l'a oublié. Il a connu une très longue traversée du désert. Il a eu un dossier en France au début des années 90 de tapage, de bagarre, où il était ministre, il s'est bagarré avec un type en état d'ivresse, et le chef des services de l'époque l'avait appris et avait fait en sorte de le virer ou de le faire virer du gouvernement. Et il a connu une première traversée du désert de 1992 jusqu'à l'arrivée de Bouteflika. Ensuite, Bouteflika a dû le virer parce qu'il était mêlé à une affaire de corruption, en l'occurrence l'affaire de Khalifa, qui est extraordinaire. Il est convoqué comme témoin dans l'affaire Khalifa. Il arrive devant le juge le met en examen immédiatement à l'issue de son témoignage en lui disant « Monsieur, vous êtes un corrompu ». Et Bouteflika va l'aider pour lui éviter la prison, non pas par sympathie pour lui, parce que tout simplement Bouteflika ne voulait pas qu'un de ses ministres soit emprisonné et ainsi sa gouvernance entachée. Donc il lui a fait éviter la prison. Il est resté une dizaine d'années, une autre traversée du désert. Il a fait des pieds et des mains, il a supplié pour revenir. Il revient au ministère de l'Habitat. Et là aussi, il se distingue par quoi? De l'affairisme une fois de plus, où il y a de gros dossiers sur lui entre les années 2011, 2012, 2013. Et là, il devient Premier ministre pendant 6 mois. Il est humilié, il part. 2 mois. Et pendant 2 mois, oui, pardon, pendant 2 Seulement mois. 2 mois. Pendant 2 mois, oui. Il est parti comme un malpropre. Alors, il a été humilié par Saïd Bouteflika, etc. Et il a pleurniché, il s'est fait tout petit. Et par une opération du Saint-Esprit, parce que au moment du Irak, et pour nettoyer justement ces écuries d'Ogias, à l'époque, le général Ahmed Gaïd Salah voulait le plus cancre des cancres, parce que les cancres, sans personnalité, on les manipule, on les utilise. Il le place à la tête de l'État. Et là, alignement des planètes, Gaïd Salah meurt. On peut reprocher beaucoup de choses à Abdelmadjid Tebboune, sauf de ne pas être chanceux. Là, pour le coup, il a eu une chance, je dirais pas le terme, mais vous savez ce qu'on dit, chance de... Oui, voilà. je ne dirais pas. Voilà, on ne le dira pas. Petite question. Quels sont les leviers côté français? On voit que c'est une relation qui risque de se dégrader, puisque on parlait de culture, c'est un régime qui évolue beaucoup dans sa pratique du pouvoir, mais côté français, concrètement, quels sont les leviers pour influencer, modifier, conditionner cette relation franco-algérienne et aussi l'améliorer, parce qu'on parle quand même d'une porte sur l'Afrique importante. Oui, c'est un paradoxe. Le fait que le pouvoir français est tellement faible vis-à-vis de l'Algérie, alors qu'il dispose en réalité de leviers vis-à-vis du pouvoir algérien, que ce soit, bon, évidemment, les visas, que ce soit l'accord de 68, que ce soit les intérêts économiques, que ce soit les biens de la nomenclature algérienne ici, en banlieue parisienne, ou à Paris dans le 17e arrondissement, ou à Neuilly, les comptes d'un certain nombre de privilégiés algériens. Le fils du chef d'état-major habite à Paris. Les enfants du ministre de l'Intérieur algérien, l'homologue de M. Nunez, ancien Wali d'Oran, habitent à Paris, font leurs études à Paris. Donc voilà, la France dispose de leviers, mais encore une fois, aveuglée par l'Algérie, ne veut pas les utiliser. Et donc, dans la crise actuelle, on a dit, mais c'est parce que, vous voyez, le rapport de force ne fonctionne pas avec l'Algérie. En réalité, le rapport de force n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas été utilisé. Parce que M. Retailleau a été empêché d'utiliser ce rapport de force. Donc c'est vraiment côté français que... C'est de notre faute. Nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est pas de la faute de l'Algérie, c'est de notre faute. Et Christophe Glaise, je dirais, où le procès,
on en parlait, c'était le 3 décembre dernier, bah, on est normalement en plein méthode douce. Ça n'a pas fonctionné non plus. Je veux dire, il n'y a aucune des méthodes, en vérité, parce que ce n'est pas une méthode, il y a une chose qui est importante dans ce qu'a dit Xavier Driancourt, c'est que si on mettait simplement sur la place publique les biens mal acquis, La question des biens mal acquis est toujours fondamentale. si on les mettait, d'abord, ça serait une forme de respect total au peuple algérien, qui n'est pas respecté par les dirigeants français. Moi, je le dis. Les dirigeants français ont toujours été les complices du régime algérien. Ils n'ont jamais respecté les Algériens. Et d'ailleurs, on le voit, parce que quand tout le monde ouvre sa petite bouche en parlant d'immigration, de politique immigration, bah, les enfants des classiques, eux, ils ont leur carte de séjour en 24 heures. Oui. Le type qui a été, entre autres, l'un des rouages dans l'opération Amir DZ, quand il est rentré en Algérie où il a eu une promotion, son fils est resté ici, il a obtenu en 24 heures une carte de séjour. Donc, moi je veux bien, chaque État est souverain pour gérer sa politique d'immigration. Nous en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, c'est la France n'a qu'à s'en prendre à elle-même, dans le sens où, lorsque vous aviez des leviers contre quelqu'un qui ne vous respecte pas et vous ne les utilisez pas, c'est que vous n'avez pas envie d'être respecté. Et je vais vous donner la preuve que l'Algérie ne respecte pas les Français. Une seule preuve. Sur une même position, la question, par exemple, de la marocanité du Sahara. Oui. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis adoptent la même position. Contre qui les cris d'orfraie sont lancés? Contre la France seulement. Contre qui il y a une presse aux ordres algérienne qui est mise, je dirais, instrumentalisée pour lancer des diatribes pas possibles contre les plus hauts dirigeants français, eh bien, il n'y a que la France qui est visée. Ni Donald Trump n'est insulté, ni le Premier ministre britannique ne l'est non plus. Ni même l'Espagne. Ni même l'Espagne. Et aujourd'hui, on parle d'un voyage de Tebboune en Espagne où il va probablement se réconcilier, essayer de se réconcilier avec les Espagnols, puisqu'il n'arrive pas à se réconcilier. Il ne veut pas se réconcilier avec les Français. Une dernière chose. Lorsque, par exemple, on regarde le traitement qui est réservé traitement médiatique, qui est réservé aux dirigeants français. Mais quasiment n'importe quel autre pays ayant les éléments objectifs en sa possession, ce sont des médias gouvernementaux. C'est-à-dire que, par exemple, l'APS, l'agence officielle, ces dépêches ne sont pas écrites dans le siège de l'APS, elles sont écrites à la présidence algérienne. Et je puis vous dire que certaines dépêches sont écrites par Tebboune lui-même, pour dire la grande démocratie que c'est. Enfin, il est aidé, hein, parce que c'est pas non plus une plume. Mais en gros, c'est lui qui insuffle l'esprit de ces dépêches. Quand vous savez que vous êtes littéralement insulté, on a parlé le 21 novembre 2024, si ma mémoire est bonne, de régime macronisto-sioniste pour fustiger un certain nombre de personnalités, dont moi-même, me mettant entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Je veux dire, la bonne blague. Moi, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, quand on sait l'amitié que j'ai pour l'un et pour l'autre, je veux dire, c'est une grosse blague. Je veux dire, ça fait des années que je combats tout ce qu'ils représentent, et l'un et l'autre. Mais comme le pouvoir algérien n'a honte de rien, et comme Tebboune n'a honte de rien, donc il met en place sa machine pour, de façon totalement brouillonne, insulter dans le même mouvement, à la fois des Français, des Marocains, des Israéliens, des Algériens démocrates, enfin vraiment de tout, juste parce qu'il a une sorte de pulsion comme ça, de pulsion de haine qui l'oblige à avoir ce type de rapport avec la France et avec tout ce qui s'apparente à la France. Donc, d'une certaine façon, tant que cet individu n'est pas remis à sa place, et je puis vous l'assurer, il continuera, d'autant plus qu'il est dans une folie pathologique qui va l'emmener à aller le plus loin possible. Ce que je dis souvent, heureusement qu'il n'a pas le bouton nucléaire. Alors, c'est la question qui m'interpelle le plus. On a un ressortissant français en Algérie, Christophe Glaise, qui vient d'être condamné à 7 ans de prison. On vient de dresser tout un état des lieux des relations franco-algériennes, des difficultés que l'on peut avoir côté français, de la nature du pouvoir algérien. Comment sortir finalement de cette situation pour amener la situation de Christophe Glaise, de cet homme, de ce journaliste, à la libération? On a eu toute cette difficulté, on a dû passer par l'Allemagne sur la question de Boualem Sansal. Comment faire avec le cas de Christophe Glaise?
surtout, et je précise que derrière aussi se cache la question kabyle, derrière, parce qu'en Algérie, c'est une vraie question, celle de la Kabylie. Donc comment analyser ça? Et finalement, comment faire en sorte qu'on arrive à avoir un débouché positif pour Christophe Blaise? Je ne vois pas de débouché positif dans l'immédiat. Je pense que nous sommes dans une situation de blocage. Euh, alors on peut utiliser la méthode douce, on peut utiliser la méthode forte, mais actuellement je ne vois pas de solution de sortie à court terme. Donc il faut prendre en compte le fait que cette situation va durer et à mon avis elle risque de durer probablement jusqu'en 2027. Donc ça sera l'élection présidentielle en France qui risquera de changer Les définitivement les relations. Algériens n'ont aucune raison de faire un cadeau, un deuxième cadeau à Emmanuel Macron. Pour Tebboune, la libération de Boualem Sansal, c'était vraiment un cadeau. Ben, ça a été à la fois un cadeau, forcément, parce que c'est interprété comme ça par une certaine partie de l'opinion, et notamment de l'opinion algérienne. Tebboune a fait un geste vis-à-vis de la France, mais c'était aussi un moyen de sortir de cette impasse, parce que finalement, il savait bien qu'il ne pouvait pas garder indéfiniment Boualem Sansal dans les prisons algériennes. Donc l'Allemagne lui a offert une porte de sortie, il a saisi cette porte de sortie à un moment où il y a eu le 30 octobre le vote à l'Assemblée nationale française de la résolution du RN à une voix de majorité. Il faut rappeler pour les auditeurs que toutes les grandes évolutions françaises ont été votées à une voix de majorité. La mort de Louis XVI à une voix de majorité, la fondation de la République à une voix de majorité par l'amendement Vallon en 1875 et la réforme constitutionnelle de 2008 à une voix de majorité. Donc il y a un symbole un peu dans ce vote du 30 octobre et le lendemain 31 octobre, le vote au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'assentiment tacite de la Russie et de la Chine de la résolution en faveur du plan marocain. Donc l'Algérie était isolée et a saisi cette opportunité. Mais je ne vois pas de solution à court terme. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire que l'Algérie a peur de la France. L'Algérie a montré qu'elle n'avait pas peur de la France. Et effectivement, encore une fois, nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Vous rejoignez Xavier Driancourt sur ces points? Je rejoins Xavier Driancourt sur ce sujet, mais en fait, ça jette le trouble, à vrai dire, mais je vais vous dire clairement ce que disent beaucoup de démocrates algériens. Ils sont convaincus, mais vraiment, je le dis de façon... Moi, je n'ai pas d'informations, sinon je les aurais étalées au grand jour. Ils sont convaincus, je dis bien, hein, les démocrates algériens et la grande partie de la rue algérienne sont convaincus que le régime algérien détient des dossiers sur Macron et sur une partie du personnel politique français. Une propagande ou c'est un discours que Il y a comme ça une musicalité qui, parce que, encore une fois, moi je n'ai pas d'éléments probants, donc je me garderai d'accuser qui que ce soit. Je vous relate des faits. Il y a des faits qui amènent, je dirais, la rue algérienne et surtout les intellectuels très discrets qui ne peuvent plus s'exprimer aujourd'hui, certains, y compris des anciens du système, qui sont ulcérés par le régime Tebboune, qui ont envie juste que leur pays fonctionne normalement, parce que ce n'est pas tant la question des relations franco-algériennes. L'Algérie ne fonctionne pas normalement. C'est-à-dire, oublions un moment la France. L'Algérie n'est pas en train de fonctionner normalement. Et tous ces gens sont en train de s'interroger sur cette complaisance, cette connivence malsaine qui est exprimée par une partie du personnel politique français à l'égard du régime de Tebboune. Et cela jette du trouble au point où il y a des gens qui sont convaincus, et je cite, je me fais le porte-voix de tous ces gens-là, qui sont convaincus que le régime algérien détient, je cite, des dossiers sur un certain nombre de personnalités françaises. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien, encore une fois. Mais ce que je sais, c'est que l'attitude française est troublante. Et à partir du moment où l'attitude est troublante, moi, j'en appelle aux autorités françaises de clarifier leur position par rapport à un pays qui est en train d'attenter à la souveraineté nationale française, qui est en train d'essuyer ses pas sur la France et qui est en train d'adopter une attitude qui n'est pas du tout acceptable.
qui n'est pas, je le dis et je le redis, qui n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable parce qu'elle crée là aussi du trouble chez beaucoup de binationaux, beaucoup d'opposants qui sont en France. Vous savez, les gens qui sont venus en France, ils ont fait un choix. Contrairement à la légende, les gens ne sont pas tous venus pour les allocations familiales. Il y a des gens qui sont venus parce que la France est considérée comme une grande démocratie, une grande patrie des droits de l'homme et un pays qui porte des valeurs essentielles. Il y a des gens, et j'en fais partie, qui ont fait le choix de se faire adopter par ce pays par conviction idéologique, par rien d'autre. Et aujourd'hui, je suis moi-même troublé par la position qui est celle de la France par rapport à l'Algérie. Je ne parle pas de l'Algérie, encore une fois, en tant que pays, en tant qu'État, je parle du régime algérien. Et le régime algérien est l'ennemi du peuple algérien. Ça, il faut que les choses soient clairement dites. Alors que la France fasse un choix. Soit la France officielle a envie de cracher sur l'avenir et de miser sur des voyous qui sont en train de créer le désastre régional. Tebboune est un agent de déstabilisation régionale aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. C'est en même temps, je dirais, l'une des raisons qui amène les gens à migrer, à partir, parce qu'il y a un ras-le-bol. Donc on ne peut pas s'interroger sur pourquoi la migration, pourquoi les gens partent, pourquoi il y a des migrations clandestines, etc. Et être autant complaisant avec des dictateurs qui créent les conditions du malheur de leur propre peuple. À un moment donné, soit on accepte que les gens explosent, et à ce moment-là, demain, il y aura peut-être une explosion en Algérie, ou on accepte qu'ils partent parce qu'on est les complices de voyous qui créent les conditions de leur départ, ou alors on crée les conditions pour une vraie relation saine, je dirais apaisée et gagnant-gagnant, de co-développement, etc. C'est une excellente... merci pour l'introduction envers Xavier, mais sur quoi pouvons-nous aujourd'hui construire une relation saine avec l'Algérie ? Et surtout, quels sont les arguments que le pouvoir algérien avance, quelque part, pour tenir le pouvoir français ou lui faire peur ? Est-ce que c'est le sujet de l'information sur le terrorisme ? Ou est-ce que ce sont d'autres questions auxquelles forcément le grand public n'a pas accès ? Mais sur quoi pouvons-nous aujourd'hui construire une relation saine ? Je pense qu'on surestime les leviers, puisque vous parlez de leviers finalement, les leviers qu'a le gouvernement algérien vis-à-vis de la France. On surestime son rôle dans les banlieues, sur la communauté algérienne de France. On surestime son rôle en matière sécuritaire. On surestime son rôle au Sahel. On voit qu'aujourd'hui, l'Algérie est brouillée avec le Mali. Et je l'ai vu, moi, pendant les 8 années que j'ai passées en Algérie. La coopération sécuritaire avec l'Algérie n'était pas aussi importante qu'on veut bien le dire. Donc arrêtons d'une certaine façon. Oui, c'est un argument qui est très avancé. Ce qui est important, c'est sans doute les informations que détiennent les Algériens ou les services algériens sur les personnes venant d'Algérie en France, pour des raisons X ou Y qu'il peut y avoir dans les gens qui viennent en France, des personnes qui ont de mauvaises intentions sur le territoire français. Mais la coopération sécuritaire pour le Sahel, je pense que franchement, on la surestime du côté algérien. Mais les Algériens réussissent, c'est ça encore un paradoxe, réussissent à nous faire croire qu'ils sont les détenteurs d'informations privilégiées sur le Sahel et qu'on a besoin de leur coopération. Alors qu'aujourd'hui, la coopération avec le Maroc est peut-être aussi importante. Vous rejoignez Oui, moi je pense, contrairement à la doxa, que la France détient plus de capteurs au Mali et au Niger que l'Algérie aujourd'hui. C'est pas forcément ce qu'on a entendu d'ailleurs dans les médias. Oui, mais enfin... Peut-être pas aujourd'hui, fin 2025, parce que nous n'avons plus de relations ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec le Burkina Faso. Mais enfin, c'est une situation sans doute temporaire, il faut l'espérer. Mais d'une manière générale, nous avions davantage de capteurs dans cette région que l'Algérie. Incontestablement. Mais il y a une chose, vous parliez de la presse, parce que je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je crois que la presse française est un peu à côté de la plaque par rapport à l'analyse qui doit être faite du dossier algérien. Car trop briefé par l'Élysée, trop briefé par le Quai d'Orsay et trop briefé par tous ceux qui ont intérêt
à justement entretenir une relation malsaine avec le régime algérien. Je crois, et je ne veux pas me faire donneur de leçons de mes confrères, mais je crois que beaucoup gagneraient à hisser leur niveau de réflexion. C'est très difficile de travailler sur l'Algérie parce que les visas presse sont quasiment prohibés, mais il est possible... La preuve, Christophe Glaise. La preuve, il est possible de prendre le temps nécessaire pour voir les évolutions qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, comprendre que les choses ont changé depuis les années 90. Je lis trop de papiers où j'ai l'impression que c'est écrit en octobre 1993. Donc, par exemple, changé quelque part. C'est vrai qu'il fut un temps où la relation sécuritaire, mais ça c'est du temps où, par exemple, le vivier djihadiste international était alimenté en grand nombre par des Algériens. Le niveau de pénétration et d'infiltration des groupes djihadistes par les services algériens était important, y compris à l'étranger, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, etc. Donc, et évidemment par la suite en Afrique. Là, effectivement, l'Algérie et les services algériens avaient beaucoup de choses à donner à leurs homologues, pas français uniquement, mais aussi américains et britanniques et autres. Il se trouve qu'aujourd'hui, heureusement, sur le plan, je dirais, de la lutte antiterroriste, c'est plus ou moins, on n'est plus dans la situation des années 90, début des années 2000, même s'il reste des tensions, effectivement, sauf que la faiblesse du régime algérien, c'est-à-dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Quand vous avez un service qui déploie son énergie pour aller ramener ou provoquer le rapt d'un influenceur à l'étranger, c'est que ce service n'est pas en train de faire autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attarder sur les questions stratégiques, au lieu que les services algériens travaillent sur des affaires stratégiques, ils sont employés par la volonté d'Abdelmadjid Tebboune comme une petite police personnelle pour régler ses petits problèmes et ses comptes personnels. Soit en menant des enquêtes sur des opérateurs économiques qui n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas voulu le payer ou qui n'ont pas payé assez ou qui l'ont payé, qui veut faire taire aujourd'hui, etc. Soit parce qu'il a envie de régler des comptes avec des opposants, soit parce qu'il a envie d'embêter les Français. Et donc, les services de renseignement algériens sont plutôt affairés, en grande partie, à des affaires qui n'ont absolument rien à voir avec le stratégique. D'où, d'ailleurs, les échecs sur le dossier marocain, sur le dossier du Sahara, etc. Alors, ça, c'est aussi quelque part la question de la diaspora. Comment l'État algérien perçoit sa diaspora à l'étranger? Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu la manière dont le pouvoir algérien peut voir une partie des dissidents qui peuvent être dans les diasporas étrangères comme un danger? Je pense que c'est aussi le cas d'Amir Vezet. Je pense que c'est la question finalement de la diaspora. La diaspora algérienne est importante, notamment en France. Comment l'Algérie, comment le pouvoir algérien les perçoit? Oui, c'est vrai. Et je pense que là encore, la rupture, elle date de Tebboune par rapport à Bouteflika. Je crois qu'il y a le modèle pour le pouvoir algérien actuel. Le modèle, c'est Erdogan, dans le fond. C'est d'utiliser, de manipuler sa diaspora, sa communauté algérienne à l'étranger et en particulier en France, comme Erdogan utilise la communauté turque, notamment en Allemagne. C'était pas le cas du temps de Bouteflika, mais je crois que on l'a vu ces derniers mois. Du reste, Tebboune et le régime algérien veulent instrumentaliser cette communauté. On a parlé des influenceurs, on a parlé d'un certain nombre de personnes qu'ils utilisent. Il y a un certain nombre d'associations algériennes. Il y a un certain nombre de journalistes français, franco-algériens qui sont utilisés et courtisés par l'Algérie. Donc voilà, il y a une instrumentalisation qui n'existait pas forcément du temps de Bouteflika. Vous rejoignez Xavier sur cette question et après on entend vraiment de manière très succincte puisqu'on va terminer l'émission. Mais... Après, on va dire que c'est lui qui me dit ce que j'ai dit ou alors l'inverse. Non, mais sur la question de la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup de l'Algérie, mais quel est l'avenir finalement pour cette jeunesse algérienne? C'est l'avenir du pays, concrètement, c'est l'avenir de l'Algérie. C'est l'avenir de l'Algérie. D'abord, oui, la question de la diaspora, je rejoins bien sûr, et je l'ai vu, j'ai vu la bascule s'opérer entre les années 2010 et là, les années 2020. C'est-à-dire qu'il y a un changement significatif dans le rapport de l'Algérie à sa diaspora, qui est effrayant, mais vraiment effrayant. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux.
Et si vous êtes contre eux, vous avez beaucoup de problèmes. Si vous êtes avec eux, ça dépend à quel niveau vous êtes, vous accédez à quelques niveaux de la rente. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de petits escrocs qui ont été d'ailleurs condamnés en France, qui sont aujourd'hui en train de graviter, de grenouiller autour, je dirais, du pouvoir algérien et de se faire les défenseurs du régime magnifique d'Abdelmadjid Tebboune. Mais ça, je ferme la parenthèse. Sur la question de la jeunesse, qui est une question essentielle, il y a quelques mois, cet été, il y a un fait qui est passé inaperçu en France, mais qui a vraiment défrayé la chronique en Algérie, qui a beaucoup choqué. 7 ou 8 jeunes, je crois, 7, quand je dis des jeunes, des adolescents, moyenne d'âge 15 ans, ont volé un bateau de plaisance et ont traversé la Méditerranée pour finir à Palma de Mallorca. Alors, dans quel pays au monde, la question mérite d'être posée, dans quel pays au monde vous avez une tripotée de jeunes? Alors les jeunes, on sait, on a tous été jeunes, on a tous fait des conneries quand on est jeune. Mais dans quel pays au monde, quand j'étais jeune, j'étais en Algérie, je ne pensais pas prendre un bateau et aller traverser la Méditerranée. En Espagne. J'aimais bien quand, en famille, on allait en vacances, quand on voyageait, mais ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, à 15, 16 ans, 17 ans, ils font les haragas, c'est-à-dire ils traversent la Méditerranée en mettant leur vie en danger pour espérer atterrir dans l'Eldorado européen. Bon. Ça veut dire que tout est bouché en Algérie. La réalité, tout est bouché. Alors, le régime, comment il fonctionne? Il a créé, par exemple, des allocations chômage pour les chômeurs longue durée. Il les paye pour pouvoir, pour la plupart, pas tous, s'acheter, parce que ça, c'est la mode, la nouvelle mode nationale, s'acheter des cachetons et ainsi se droguer du matin au soir pour oublier le réel. D'autres, évidemment, sont des chômeurs qui essaient de s'en sortir. Mais par exemple, les allocations chômage ne payent pas ceux qui ont perdu leur emploi. Donc, le régime, on sait, et ça je l'ai écrit déjà dans un article il y a quelques mois dans le magazine Rupture en ligne, crée lui-même le chaos migratoire. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont un peu dans l'oisiveté et qui sont susceptibles demain de représenter le vivier d'une contestation sociale sont encouragés à partir. Je vous donne un exemple qui montre que le régime organise lui-même le chaos migratoire. Pour partir de Bousfer, à côté d'Oran, vers Almeria, sur les côtes espagnoles, il y a des bateaux qui font 2 heures, 3 heures, en temps calme, en été. Ces bateaux sont dotés de moteurs très rapides, de dizaines de chevaux. Ces bateaux coûtent des milliards, plusieurs milliards en dinars, en centimes algériens, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. C'est pas donné pour n'importe qui de les acquérir. On connaît les gens qui sont capables de les acheter. Si l'Algérie voulait tout simplement être, je dirais, en règle avec la communauté internationale et jouer le jeu sur les questions de contrôle migratoire, eh bien vous faites une loi tout simplement, puisque c'est un pays qui sait faire des lois, vous interdisez les moteurs à partir d'une certaine puissance et un certain type de bateaux avec lesquels vous les laissez, vous faites en sorte à ce que ce soit la propriété exclusive de l'État, par exemple pour les gardes-côtes ou pour les forces spéciales, etc. Eh bien non. Vous avez aujourd'hui des dizaines de bateaux qui partent avec des migrants clandestins et qui reviennent avec de la drogue. Et je puis vous assurer que c'est organisé par le régime algérien, ou en tout cas par des tentacules proches du régime algérien. Donc quand, pour ma part, j'utilise le terme État voyou ou régime voyou, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout le monde parce que je connais, et j'ai toujours dit, j'ai eu des échanges avec certains responsables algériens, même des ministres, d'anciens ministres, etc. Je puis vous dire qu'il y a des gens qui sont ulcérés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent et ce à quoi ils assistent. Il y a des gens totalement impuissants parce qu'aujourd'hui, vous avez beau être ministre, général ou colonel, si vous remettez en question les choix du roi du moment, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, vous finissez en prison. Ou peut-être pire. Donc, les gens se taisent. Ce qu'il leur reste, c'est faire fuiter des informations. Ou essayer d'échanger en toute confidentialité, en toute conscience et en toute confiance avec des journalistes dont ils connaissent normalement
le sérieux. J'espère faire partie de ceux-là. En tout cas, ceux avec lesquels je parle me disent clairement que ce régime est à la dérive, qu'il organise lui-même des fonctionnements qui sont des fonctionnements clairement mafieux, et qu'à ce titre, il faut qu'un pays comme la France prenne la mesure de tout ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la Méditerranée et en tire ainsi les conséquences, je dirais, en toute conscience. Alors, c'est dans toute fin. Est-ce que vous diriez que c'est la fin, quelque part, d'un système algérien Est-ce que, Est-ce que c'est la fin du système algérien à la Tebboune ou est-ce que ça risque de s'amplifier Non, je pense que ce système a toute l'ingénierie nécessaire pour durer. Ouais. D'accord. Oui, enfin, il y a le système, et il y a Tebboune. Je pense que la biologie finira par avoir raison de Tebboune, heureusement. Est-ce que le système perdurera Le système perdurera, mais je crois qu'on n'aura jamais quelque chose d'aussi grave. Je pense que là, les Algériens non seulement ont touché le fond, mais en plus ils sont en train de creuser, comme dirait Fellag, et ils sont en train vraiment de creuser après avoir touché le fond à cause de Tebboune. Je crois que Tebboune, si la biologie le veut bien, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'armée va bouger, moi je n'y crois pas un instant, je ne crois pas du tout, parce que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est plus dans son fonctionnement. Si il y a quelques années ça aurait été possible, mais là, avec ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, les gens, ça peut les choquer, dire oui, mais vous appelez un coup d'État. Non, j'appelle tout simplement au rétablissement de la légitimité démocratique, parce que je rappelle que Tebboune n'a pas été élu, il a été imposé par un chef d'état-major, qui l'a nommé à ce poste. Et ce chef d'état-major est mort 2 semaines plus tard, ou 10 jours plus tard. Donc, moi, ce que je souhaiterais, si l'armée venait à avoir subitement un cas de conscience et une crise de courage, je rêve, ça ne se passera jamais, mais l'idéal serait de créer une condition pour une période transitoire et de laisser s'organiser de vraies élections pour reconstruire quelque chose, je dirais, de plus sérieux, parce que là, je pense vraiment que le pays va à la catastrophe. Et je ne suis pas en train d'exagérer. Vous savez, en 2019, j'ai écrit un livre qui s'intitulait « Où va l'Algérie ?» Le titre n'est pas de moi, et je l'ai emprunté à feu Mohamed Boudiaf, qui avait écrit un livre éponyme, enfin moi c'est moi qui ai écrit un livre éponyme, mais qui avait écrit un livre avec ce titre, en 1963 déjà, Où va l'Algérie ? Imaginez que l'un des historiques du FLN, en 1963, écrivait Où va l'Algérie ? J'ai repris ce titre près d'une soixantaine d'années plus tard, et 63 ans après l'indépendance, on n'a toujours pas de réponse. Où va l'Algérie ? Belle conclusion. Je vous remercie Xavier d'avoir participé à cette première émission de la dispute de la Nouvelle Revue Politique. Merci. On ne s'est pas beaucoup disputé. Non, mais ça arrivera un jour. Je dédie encore cette émission à Christophe Glaise, pour qui j'ai une pensée particulière. Et encore merci à vous, et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.